plaisir d'accueillir une coach et autrice très expérimentée qui s'est enrichie au fil des rencontres et des enseignements reçus. Elle travaille depuis plus de 25 ans en Europe, aux USA et en Inde, dans la formation professionnelle et le développement des capacités sportives et artistiques. Elle accompagne des athlètes de haut niveau, des artistes, des dirigeants, des dirigeantes et des chefs d'entreprise tout au long de leurs projets. Son approche est guidée par sa sensibilité et sa passion pour l'humain. Elle associe les arts de la communication et le rééquilibrage psychocorporel, privilégiant toujours la réalisation à la réussite. Je vous demande d'applaudir chaleureusement Lucille Pochevance. Alors, 1, 2, 1, 2. Peut-être le relancer. C'est parti. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes tous, vous, moi, tous, des êtres d'émotion. La mauvaise nouvelle, c'est que pour la majorité du temps et pour la plus grande partie d'entre nous, nous ne savons pas comment les accueillir et nous avons souvent des difficultés pour les gérer dans les moments difficiles. Et cela peut aller jusqu'au déni. Alors, en ce qui me concerne, dans le domaine du déni de mes états émotionnels, je suis allée jusqu'au grandiose. J'ai fait 2 burn-out dans ma vie. Est-ce que vous connaissez l'expression « elle ne sait plus comment elle s'appelle » ? Eh bien, moi, je l'ai réellement vécu. Lors du 2e burn-out, il y a une vingtaine d'années, je me suis retrouvée aux urgences de l'hôpital Clamart, à Béclair, à Clamart. Et lorsque le médecin urgentiste m'a demandé comment je m'appelais, eh bien, j'en avais plus aucune idée. Ça a été un grand moment. Bon, alors, je n'étais pas dans un état terrible. J'avais des maux de tête, je vomissais, mais j'étais quand même capable de parler de mes symptômes, de parler de ce qui s'était passé. Mais en ce qui concerne ma date de naissance, mon nom, mon prénom, je n'en avais plus aucune idée. Alors évidemment, le médecin s'est inquiété un petit peu. Il a d'abord cru à un abus de drogue, d'alcool, évidemment. Et lorsque les analyses sont revenues négatives, il s'est inquiété davantage. Et là, j'ai été traitée contre l'épilepsie, la méningite, et j'ai eu 2 ponctions lombaires. Pour ceux qui connaissent, c'est extrêmement douloureux. Alors, ils ont évidemment traité de manière la plus large possible parce qu'ils voulaient m'éviter quelque chose de beaucoup plus grave. Le diagnostic final de la neurologue a été burn-out, énorme fatigue. Il aurait fallu beaucoup de sommeil, beaucoup de repos, de bons antidouleurs pour calmer les migraines et tout serait rentré dans l'ordre. J'ai mis des mois à m'en remettre. Lorsque j'ai enfin été rétablie, je me suis posé 2 questions. La première, mais comment est-ce que j'ai fait pour me mettre toute seule dans un état pareil ? Et la deuxième, comment est-ce que je peux faire pour que cela n'arrive plus jamais ? Alors, la réponse à la première question, elle était assez simple. J'avais créé ma première société 2 ans auparavant, et j'avais un bon syndrome d'imposteur qui m'incitait à travailler 7 jours sur 7, une bonne dizaine d'heures par jour, pour compenser mon manque de confiance en moi. La réponse à la deuxième question était tout aussi simple en finale, c'est-à-dire comment faire pour que ça ne se renouvelle plus jamais, a été d'écouter ce qui se passait en moi. Quels étaient mes points de blocage, mes peurs, mes limitations, mes restrictions. Et ça a été un parcours assez difficile, très sincèrement, parce que, comme je pense pour la plupart d'entre vous, aujourd'hui, j'ai grandi dans un monde occidental, dans une culture française, où on valorise énormément tout ce qui relève de l'intellect par rapport aux émotions. Donc,
ma génération n'a pas appris à gérer ses états émotionnels, ni dans un cadre familial, parce que mes parents ne l'avaient pas appris eux-mêmes, ni dans un cadre social, ni dans un cadre scolaire, ni dans un cadre professionnel. Donc je suis partie à l'aventure toute seule. Alors heureusement, les choses sont vraiment en train de changer actuellement. Aux États-Unis, ils ont une bonne dizaine d'avance sur nous pour ce genre de choses. Et on commence à apprendre, en France aussi, dans les écoles, aux enfants à gérer leurs états émotionnels tout petits. La semaine dernière, j'ai une de mes clientes qui a déménagé à Saint-Domingue et elle a inscrit ses 3 enfants en bas âge dans une école américaine. Et au début, elle s'est affolée de voir qu'on leur apprenait à gérer les émotions, à les connaître, à mettre des couleurs, à définir. Est-ce que c'est de la colère, est-ce que de la frustration? Et comment tu interagis quand tu es en colère avec ton petit camarade de classe? Donc ça, c'est vraiment en train d'évoluer pour notre plus grand bonheur. Et parce que plus vous allez apprendre à gérer vos états émotionnels, plus vous allez pouvoir être d'accord avec vous-même et mieux coexister avec le monde autour de vous. Donc au début, elle s'est vraiment inquiétée de cette démarche-là, puis elle s'est souvenue d'une discussion que nous avions eue en session, dans laquelle je lui disais, c'est extrêmement simple, n'importe quel parent et n'importe quel instituteur, institutrice vous dira qu'un enfant à qui on fait faire ses devoirs, s'il est bouleversé émotionnellement, il va avoir des difficultés à apprendre à lire, à écrire, à compter. C'est du bon sens absolu. Et bien devinez quoi? C'est exactement la même chose pour vous. Si vous êtes tendu, frustré, malheureux, jaloux, envieux, vous allez avoir du mal à fonctionner normalement, aussi bien dans votre vie personnelle que dans votre vie professionnelle. D'où le titre de cette conférence, « Et si vos émotions étaient votre meilleur atout ?» professionnel. À partir du moment où vous commencez à savoir gérer vos états émotionnels, vous allez interagir avec vous-même, avec le monde, avec vos collègues de boulot, d'une manière où vous employez, de manière complètement différente. Alors, comme le disait Benjamin, j'ai la chance de préparer mentalement des sportifs de haut niveau aux compétitions internationales, comme les Jeux Olympiques. J'accompagne aussi des chefs d'entreprise dans de la prise de parole en public, dans du management, dans de la communication. Et j'accompagne aussi des musiciens, des danseurs, des comédiens. Je les prépare à leur tournée, leurs concours, leurs concerts. Et je travaille en effet en Afrique, en Europe, aux États-Unis, un petit peu partout. Le point commun de tous ces territoires et de toutes ces professions, c'est que j'ai en face de moi des êtres d'émotion. Et c'est comme ça que je commence toutes mes sessions. Comment est-ce que tu te sens dans la situation dans laquelle tu es, dans l'objectif que tu veux atteindre? Et très souvent, on va tomber sur des syndromes d'imposteur. Ça concerne 60-70% des femmes quand même. Et une grande majorité d'entre vous, d'entre nous, va avoir vécu un moment dans sa vie la peur de ne pas être à la hauteur. Ça concerne absolument tout le monde. Et à partir du moment où on commence à les gérer, et aujourd'hui, je vais vous mettre au boulot, pour que vous pratiquiez. Moi, je suis coach, donc on me demande des résultats, on me demande des techniques, on me demande de la pratique. Je vais vous proposer des choses qui vont être extrêmement simples pour que vous puissiez les pratiquer là, tout de suite, aujourd'hui, et ensuite que vous intégriez ça dans votre vie quotidienne. Et vous allez voir que vous allez nettement mieux vous emporter. Ça va impacter aussi bien sur vos relations, sur vos compétences que sur votre santé, évidemment. Alors, commençons par la base. Qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Comment ça marche? Comme on ne l'a pas appris ni dans un cadre social, professionnel, familial, scolaire, très souvent, on ne sait juste pas comment ça fonctionne, une émotion. Et l'émotion, à partir du moment où on l'accueille, elle va s'amplifier. Donc, si vous êtes tendu ou en colère, vous allez éprouver et ressentir davantage de colère ou de tension. Donc, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête là. On se dit, c'est désagréable, je ne vais pas poursuivre ce processus. Et si vous poursuivez ce processus, ce qu'on va faire ensemble, vous allez voir que l'émotion, en effet, elle va s'amplifier, elle va se stabiliser et elle va s'intégrer en vous. La situation n'aura pas changé, mais vous, votre relation à la situation va être complètement différente. Donc vos actions seront différentes, donc vos résultats seront différents. Alors donc une émotion, comment ça se passe? Ça se déploie en soi, surtout si on s'appuie sur la respiration, je vais vous guider là-dessus, et ensuite ça se stabilise, et soit ça redescend, soit on est au calme avec ces états émotionnels. Alors, je vais vous proposer de trouver une situation dans laquelle vous êtes tendu, frustré, malheureux, anxieux, ce que vous voulez, et sur une échelle de 1 à 10, vous positionnez ça à 7-8, 10 étant le plus élevé. Donc on a tous, que ce soit une situation passée, présente, future, on a tous des moments difficiles. Choisissez une situation dans laquelle vous vous sentez
en difficulté. Ne prenez pas quelque chose à 10 parce que vous risquez d'avoir du mal à le travailler. Ne prenez pas quelque chose à 2 parce que l'exercice ne va pas être probant. Donc allez-y, pensez à quelque chose. Ça peut être dans le cadre familial, social, professionnel, peu importe. Ça peut être passé, futur, présent. Et là, vous allez tranquillement fermer les yeux et écouter. Je vais vous proposer quelque chose d'extrêmement simple. Écoutez l'émotion. Qu'est-ce que vous ressentez dans cette situation? Et apprenez à définir. Est-ce que c'est du stress? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de l'inquiétude? À quel niveau est-ce que ça se trouve? Et qu'est-ce qui se passe en vous? Est-ce que vous êtes tendu dans les épaules, dans le dos? Est-ce que vous respirez moins bien? Là, vous restez juste en observation de cette émotion. Vous ne tombez pas dedans, mais vous ne vous tenez pas non plus à distance. Quand vous êtes dans une distance juste avec un état émotionnel, comment est-ce que vous vous sentez? Qu'est-ce qui se passe en vous? Et là, tranquillement, vous allez inspirer par le nez et expirer par la bouche. Et cette émotion, vous allez la laisser circuler en vous. Cette ou ces émotions, il peut y en avoir plusieurs. On inspire très profondément, on remplit les poumons, et quand on expire, on vide le ventre. Dans l'inspire, il descend le plus bas possible dans le ventre. On inspire, on ouvre les poumons, ça descend dans le ventre, et quand on expire, on part du ventre et on expire l'air. Prenez le temps. Et ces états émotionnels, ils se sont d'abord mis en expansion en vous. Et ensuite, ça se pose tranquillement. Et au final, c'est potentiellement agréable de prendre la responsabilité de son état émotionnel et d'écouter ce qui se passe et juste de respirer. On est en présence, on respire. Encore, profondément, profondément, mettez de l'air et vous expirez. Vous restez juste en présence. Encore. Dans le prochain expire, vous allez relâcher le dos. On inspire. Et dans l'expire, toujours en contact avec la situation et les états émotionnels qu'elle génère, vous expirez. Ça se pose. Et sentez que vous les apprivoisez, ces émotions. Sentez que ça se pose en vous tranquillement. Inspirez, 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 encore, vraiment pleinement. La respiration, c'est la clé. Et vous expirez. Voilà. Allez, encore un tout petit moment, juste pour ressentir. Ça se pose, ça se stabilise. On inspire encore. Et là, toujours les yeux fermés. Vous allez écouter, ressentir comment vous vous sentez et évaluer sur une échelle de 1 à 10 votre niveau de stress ou de tension ou de peur par rapport à la situation. Et quand vous avez vraiment pris contact, vous avez vraiment évalué la différence, vous ouvrez les yeux. Comment vous vous sentez? Est-ce que c'est descendu? De combien? À peu près. De combien c'est descendu? 4, 3? Ok. Là, vous avez fait quelque chose d'extrêmement simple,
c'est d'écouter un état émotionnel dans une situation précise en vous aidant de votre respiration. On peut arrêter de manger pendant plusieurs semaines, on peut arrêter de boire pendant plusieurs jours, on ne peut pas arrêter de respirer plus de quelques minutes. La respiration, pour gérer ces états émotionnels, c'est une clé absolument phénoménale. Là, vous vous êtes juste mis à l'écoute. Premier exercice extrêmement simple, mais pas si facile que ça à pratiquer, je vous en parlerai par la suite. Alors, deuxième petit exercice, tout simple, ça va être vraiment de prendre conscience de quelque chose que vous savez sans doute, c'est votre psychologie impacte votre physiologie. Ça s'appelle l'effet placebo en médecine. Par contre, on ne sait pas toujours, de manière extrêmement claire, que la physiologie impacte la psychologie. On sait que de faire du sport va faire qu'on va se sentir nettement mieux. Ça, c'est une évidence. Maintenant, qu'est-ce qui se passe du point de vue de l'énergie du corps et des émotions? Comment ça fonctionne? Alors, un être humain adulte, normal, va être composé d'eau, de muscles, d'organes, mais aussi de fascia. Alors le fascia, pour ceux qui ont mangé déjà un blanc de poulet, c'est la fine membrane qui est au-dessus du blanc. Donc c'est vraiment quelque chose de très 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 fin, et ça va couvrir tous les organes du corps. Les fascias, on en a à peu près 15 kilos dans un corps d'adulte normal, on va dire. Donc ça vous donne une petite idée de l'importance des fascias. Aujourd'hui, il y a des sportifs de haut niveau qui font appel à des fasciathérapeutes, non seulement pour obtenir plus de souplesse, mais pour guérir plus facilement et aussi pour dénouer des tensions qui peuvent être d'un ordre émotionnel. Alors les fascias, d'un point de vue purement physique, ça vous permet d'être debout. Là, si je tiens debout comme ça, c'est parce que les fascias vont structurer, tenir toute ma structure. Si j'enlève les fascias de votre organisme, vous allez vous écrouler comme des marionnettes dont on aura coupé les fils. Donc ça, c'est vraiment purement anatomique. Maintenant, du point de vue énergie et du point de vue gestion des états émotionnels, à quoi ça sert? Les danseurs aussi vont faire appel à des fasciathérapeutes, et ça peut être vraiment très, très intéressant parce qu'un fasciathérapeute peut, par exemple, toucher votre tendon lié à un état émotionnel et que l'émotion se dénoue et se retrouver à avoir une crise de larmes alors qu'on aura juste bougé un endroit du corps. Ça explique à quel point le corps est complètement holistique. Alors en Inde, moi je travaillais en Inde pendant une vingtaine d'années. En Inde et en Chine, ils connaissent ça très très bien, particulièrement dans leur médecine. Ils ne découpent pas en tranches, ils évaluent l'être humain vraiment dans sa globalité. Alors les fascias, ça peut s'activer quand vous êtes tendu, fatigué, frustré, et ça prend quelques minutes. Donc je vais vous montrer comment on fait. Vous allez tous vous lever, et on va faire un petit exercice qui va être extrêmement simple, extrêmement efficace, et je vais faire ça à des sportifs de haut niveau pour activer l'énergie très 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 rapidement dans le corps, et c'est tout simple, il suffit juste d'activer l'énergie. Allez-y. De manière très 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 active. Encore, encore, encore. Encore. De l'autre côté. Allez, 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 allez. Encore, beaucoup plus fort. Déjà là, sentez vos jambes. Vous sentez la différence? Ça vous a pris quelques secondes, on continue. Activez complètement le corps. Pensez à la situation dans laquelle vous êtes tendu, et on va activer le corps, et vous allez réévaluer. Continuez, continuez, continuez. Vous allez évaluer la différence de tension. Allez-y, 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 allez-y. Vraiment, 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 vraiment. Encore, encore, encore. C'est mou, là. Voilà, voilà. Encore, 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 encore. Le dos, les reins. En médecine chinoise, c'est l'organe qui gère la peur, les reins. Allez-y, allez-y, encore, 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 beaucoup plus, beaucoup plus. Allez, 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 allez. Pour que ça marche, il faut y aller. Les épaules. Voilà. Mettez les mains souples comme ça, tout le cuir chevelu. Encore, encore, encore. Sentez l'énergie qui commence à circuler dans le corps. Et maintenant, on va frictionner. Allez-y. Encore. Encore, encore, encore. Vous allez voir que ça va changer l'état d'énergie, mais l'état émotionnel aussi. Encore. Encore, 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 encore.
On réveille le corps. On a une semaine chargée. Allez, allez, allez. Voilà. Ça met le sourire. Encore. Fermez les yeux. Évaluez votre niveau d'énergie. Sentez ce qui se passe dans le corps. Ça nous a pris quelques minutes seulement. Sentez la différence. Sentez comment vous respirez. Et là, pensez à la situation dont on s'est parlé précédemment. Et de nouveau, respirez avec cette énergie qui circule en vous. Respirez exactement dans cette situation-là et sentez ce qui se passe. Il y a de l'énergie qui circule dans le corps. C'est beaucoup plus vif, beaucoup plus dynamique. Ça met du mouvement dans cette situation. Et sur une échelle de 1 à 10, est-ce que vous sentez que ça a bougé? Oui. Si vous voulez, quand vous êtes vraiment dans un état de tension beaucoup plus important, faites-le davantage et plus longtemps. Là, on est en conférence atelier, donc je le fais assez rapidement. Mais si vous le faites pendant 5 minutes, ça booste complètement le corps, ça active donc les fascias qui font circuler l'énergie dans le corps entier et qui vous permettent vraiment de vous donner un boost de vitalité en commençant votre journée. Vous pouvez vous rasseoir. Merci. Alors, on continue, puisque ça fonctionne. On va encore descendre d'un cran. Et là, je vais vous proposer une respiration qui s'appelle de la cohérence cardiaque. C'est extrêmement efficace. C'est le docteur David Servan-Schreiber qui l'a fait connaître en France, cette respiration. Cette respiration, elle dure 5 minutes. Elle permet, lorsqu'on la pratique en conscience et dans un rythme juste, que je vais vous guider, de faire descendre votre niveau de cortisol, qui est l'hormone du stress, pendant 3, 4, 5 heures. Donc pour les personnes qui sont en grande situation de stress, je leur fais faire de la cohérence cardiaque 3 fois par jour, matin, midi et soir. Et ça prend 5 minutes, vous allez l'expérimenter par vous-même. Ça va faire monter le niveau d'ocytocine, qui est l'hormone du bien-être. Et vous allez le sentir. Et cette respiration, elle va synchroniser la respiration, les battements du cœur et le cerveau. Ça va générer des ondes alpha dans le cerveau, qui sont les ondes qui sont présentes lorsque vous vous levez ou vous couchez, ou lorsque vous rêvez, ou lorsque vous êtes dans un état de créativité. Lorsque vous êtes hyper stressé, votre cerveau est dans l'onde bêta. C'est facile à retenir, bêta élevé, c'est facile à retenir, c'est bêta comme bête. Et quand on est en onde bêta, quand le cerveau est en onde bêta, vous n'avez pas de capacité à réfléchir, vous êtes en mode urgence. Donc, dans les périodes de stress, où vous avez des enjeux professionnels importants, le fait d'aller mettre votre cerveau en onde alpha, et ça va prendre 5 minutes, ça va vous permettre d'être plus créatif, plus disponible et plus efficace, tout simplement. C'est rapide, c'est extrêmement simple. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez juste, de nouveau, inspirer par le nez, expirer par la bouche, et vous allez vous laisser guider en détendant le corps. Prenez de nouveau la situation, soit la même, soit une autre. Si vous êtes descendu à 3, prenez une situation qui vous met dans du stress. Et, alors, un petit peu de son. Je n'ai pas de son. Ah si, c'est bon. Donc prenez une situation qui vous est difficile, sur une échelle de 1 à 10, évaluez à 7, 8 à peu près, et c'est tout simple. Quand la boule monte, vous inspirez par le nez, quand elle descend, vous expirez par la bouche. Et après, je vais vous proposer de fermer les yeux, mais prenez d'abord le rythme. On inspire, on expire. On inspire par le nez, très très profondément. Ouvrez les poumons et vous expirez par la bouche. La cohérence cardiaque, c'est garant d'efficacité, mais vraiment, vraiment, vraiment. Vous inspirez.
tranquillement. Et quand vous avez pris le rythme, vous allez fermer les yeux. Sur le bong, vous expirez. Sur le bing, vous inspirez. Inspirez. Et expirez. Et vous posez votre attention sur votre respiration. Vos pensées vont vagabonder, c'est complètement normal. Vous les ramenez à chaque fois à votre respiration. Et toute votre attention se pose sur votre respiration, votre cœur, les battements du cœur si vous êtes en capacité de les entendre. Inspirez. Et expirez. Et relâchez la gorge. Laissez l'air circuler. Inspirez encore, 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 encore. Et expirez. Inspirez. Et dans le prochain expire, vous allez complètement relâcher vos épaules. Laissez les pensées se déposer. Expirez. Gardez le rythme de la respiration. Et dans le prochain expire, vous relâchez les épaules, les bras. Tout ce que vous portez, vous relâchez. Et dans le prochain expire, vous allez relâcher la poitrine, le diaphragme. Inspirez, expirez. Expirez, vous relâchez encore le ventre. Inspirez. Encore. Gardez votre attention sur votre respiration. C'est un moment de pause, c'est un moment d'écoute. Inspirez et dans le prochain expire, vous vous posez dans la stabilité de vos hanches, dans votre ancrage. Inspirez. Et expirez encore. Expirez. Et plantez-vous dans vos jambes. Posez votre attention jusque dans vos pieds. Inspirez, expirez. Tranquillement. Encore. Relâchez bien la gorge. Laissez la respiration circuler. Laissez les tensions, on en a tous les jours, se poser, se relâcher. Inspirez. Et expirez. Relâchez la gorge. Laissez circuler au niveau de la gorge tout ce qui a besoin de s'exprimer, d'être dit, d'être écouté, d'être entendu. Relâchez encore les épaules. Inspirez. Prochaine expire. Relâchez tout ce que vous portez, tout ce que vous prenez en charge, que ce soit dans un cadre professionnel, familial, personnel, conjugal. Accordez-vous un moment pour vous-même, un moment dans lequel vous vous ressourcez. Allez, encore quelques secondes, un petit peu plus.
juste pour le plaisir de s'accorder un moment pour soi dans un monde trépidant. Inspirez, expirez. Et posez votre attention sur votre cœur. Et là, vous repensez de nouveau à la situation qui vous est difficile. Et comment est-ce que vous vous sentez ? Et sur une échelle de 1 à 10, où en êtes-vous ? Relâchez bien la gorge, le dos, les épaules. Et quand c'est le moment, tranquillement, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. C'est bien, il y a toujours un calme. Comment vous sentez ? C'est descendu ? De combien ? À peu près. 7, ok. D'autres personnes, c'est descendu de combien ? Ouais. Vous avez respiré. Je n'ai pas inventé quelque chose de magique. Vous avez écouté ce qui se passait en vous sur ces 3 exercices. Vous avez activé l'énergie du corps et vous avez utilisé votre respiration pour vous poser et écouter ce qui se passe en vous. Voilà, c'est extrêmement simple. En session, je vais faire des exercices qui vont être un peu plus complexes, mais en conférence, je fais pratiquer pour que vous ayez conscience que vous avez du pouvoir sur ce qui se passe en vous. On n'a aucun pouvoir sur ce qui va se passer à l'extérieur. On peut avoir une pandémie qui peut nous tomber dessus, on peut avoir des décès, on peut avoir des personnes qui sortent de notre vie, on peut avoir des pertes d'argent, on peut avoir énormément de choses. Donc ça, vous n'avez aucun pouvoir sur ce qui vous arrive, mais par contre, vous avez du pouvoir sur comment vous pouvez vous sentir par rapport aux situations. Et je peux vous garantir que juste ces exercices-là, si vous apprenez à les intégrer dans votre routine quotidienne et surtout dans les moments où c'est difficile, ça va changer vos états émotionnels, donc ça va changer vos réactions, donc ça va changer vos relations aux autres, donc ça va changer tout ce qui va se passer de manière concrète et matérielle dans votre vie professionnelle, personnelle et sociale. Ça fonctionne. On peut après aller dans des exercices beaucoup plus simples, beaucoup plus compliqués, mais en fin de compte, ces exercices-là, ils sont probants, efficaces, immédiats, rapides. Alors ça demande toujours du temps, parce que lorsqu'on n'a pas eu d'éducation dans un cadre ni social, ni familial, ni culturel, ni professionnel, ça va vous demander, vous, de faire l'effort de prendre en main vos états intérieurs. Et ça demande du temps, ça demande de la pratique. Moi, ça fait une 20aine d'années que je travaille sur mes états émotionnels. Et encore aujourd'hui, ça me demande parfois des efforts d'acquérir des nouveaux réflexes. D'accord ? Et d'avoir des nouveaux modes de fonctionnement. Il y a quelques semaines, j'étais dans une situation personnelle difficile. Et le matin, dans ma méditation du matin, je vois arriver un énorme chagrin. Il y a quelques années, je me serais levée, j'aurais enclenché. Vraiment en me disant... pas que ça à faire, on va enclencher sur la journée. Et là, je me suis vraiment tranquillement autorisée à le vivre, ce chagrin, et à pleurer abondamment pendant plusieurs minutes, ce que je n'aurais jamais fait il y a quelques années, vraiment. Et je me suis autorisée à écouter ce qui se passait en moi. 10 minutes plus tard, j'étais en pleine forme et je commençais ma journée vraiment avec un niveau d'énergie, de tranquillité exceptionnel. Et j'ai pensé aux petits-enfants qui ont vraiment des choses à nous enseigner dans ce domaine-là. On pense que les enfants ont des chagrins qui sont superficiels parce qu'ils passent vite. Ce n'est absolument pas le cas. Les chagrins des enfants, ils sont extrêmement sincères, ils sont extrêmement intenses, et ils sont en capacité de les vivre
pleinement jusqu'à ce qu'on les censure et qu'on leur dise qu'ils n'ont pas le droit, qu'ils contrôlent leurs émotions. Si on leur apprend à accueillir les émotions et à les vivre, les chagrins, ils passent très, 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 très vite. Moi, j'étais en pleine forme. La situation qui me contrariait n'était pas changée, mais par contre, moi, mon état intérieur était vraiment, vraiment nettement meilleur et je me sentais en capacité de très bien gérer ma journée professionnelle. Donc ça, c'est à vous de commencer à vous approprier ces outils-là ou d'autres. La cohérence cardiaque, vous les retrouvez sur mes réseaux sociaux, sur ma chaîne YouTube guidée, ce qui est bien au début pour vraiment s'approprier la technique. Mais vous avez trouvé la solution pour vous qui va vous permettre de mieux gérer vos états intérieurs. Donc ça, c'est vraiment un choix que vous faites. Et après, ça relève d'un apprentissage qui demande du temps. Alors, je vous ai parlé de mon apprentissage et je vous l'ai fait pratiquer de tout ce qui relève des émotions difficiles, de la colère, de la peur, de la frustration. En ce qui concerne les émotions et les sentiments agréables, comme l'amour, comme la gratitude, comme l'empathie, ça m'a demandé un parcours tout aussi important, si ce n'est plus. Parce que d'aller exprimer ces sentiments d'amour, de gratitude envers quelqu'un d'autre, ça peut être extrêmement fragilisant. Moi, ça me mettait dans des états de vulnérabilité auxquels je n'avais pas du tout envie de m'exposer. Et donc, j'étais en retrait par rapport à ça. Et ça m'a demandé vraiment de faire un travail important. Et je vais vous faire un dernier petit exercice là-dessus. Mais avant ça, pour étayer mon propos, je vais vous parler de mon premier burn-out, qui a été tout aussi grandiose que le second, si ce n'est plus. C'était donc il y a plus d'une vingtaine d'années. J'étais allée passer un week-end chez mes parents en Touraine et le soir, je vais dîner chez une amie. J'étais sur la nationale 152 qui relie Tours à Amboise et j'ai fait une sortie de route en voiture. Et les levées de la Loire, il y a un dénivelé de 7-8 mètres. Donc la voiture est partie en toupie et je me suis écrasée en contrebas contre un arbre. Ce qui m'a sauvé la vie, c'est que c'est l'arrière de la voiture qui s'est écrasée et non l'avant. Et là, comme à ce moment-là, j'avais l'habitude, moi, de verrouiller tous mes états émotionnels, je suis passée en mode Robocop. Donc la voiture, toutes les vitres étaient explosées. Je suis revenue à moi, j'ai détaché ma ceinture de sécurité, je suis passée au travers du pare-brise, je suis sortie, j'ai regardé autour de moi, j'ai vu qu'il y avait des voisins, des gens qui étaient accrochés à leur grillage en se disant « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va sortir vivant de cette voiture ?» Je me suis dirigée droit sur eux et je leur ai dit « Bonjour ». Je m'appelle Lucille Paul-Chevance. Est-ce que vous pouvez téléphoner à mes parents qui habitent à 10 minutes d'ici? Voici le numéro de téléphone. Donc eux ont été sidérés. Ils sont partis chercher un papier, un crayon. Ils ont noté le numéro de téléphone. Et au moment où j'allais repartir pour monter le long de la nationale pour attendre l'un de mes parents, il n'y avait pas de portable évidemment à l'époque, je me suis souvenue que sur cette nationale 152, mes parents avaient perdu un enfant dans un accident de voiture. Et là, je me suis arrêtée, toujours en mode contrôle, j'ai fait demi-tour, je suis allée voir les gens en question et je leur ai dit « Écoutez très attentivement ce que je vous dis, dites-leur que je vais très bien ». Et je suis repartie. Je me suis agrippée aux herbes, je suis montée et à la terre, je suis remontée le long de la nationale. Arrivée en haut, je me suis rendu compte que j'allais m'évanouir. Je pratiquais déjà la méditation, la respiration à l'époque. Je me suis mise en retrait du bas-côté, j'ai croisé les jambes et j'ai fait, toujours en mode contrôle, de la respiration alternée, inspirer d'un côté par la narine et expirer de l'autre, jusqu'à ce que je sache que je pouvais tenir debout. Et j'ai attendu mes parents au bord de route, ne sachant pas lequel des deux viendrait me chercher. Et à ce moment-là, ma maman est arrivée, défaite, évidemment, et moi, de manière très désagréable, je lui ai dit « Tout va très bien, je suis en parfaite santé, emmène-moi à l'hôpital, j'ai quand même eu le coup du lapin, on va aller vérifier que je n'ai pas de problème de cervicale. » Donc elle prend la voiture, se dirige vers l'hôpital, on passe devant la maison de mes parents, mon père venait d'arriver, il s'est égaré, maman s'arrête, va voir papa et lui dit « Ta fille a eu un accident, emmène-la à l'hôpital. » Mon père se met à côté de moi. On part à l'hôpital, il ne me dit pas un mot, rien du tout, et on enclenche tous les deux, rien, aucun des deux ne dit quoi que ce soit. À l'hôpital, il scanne, tout allait bien, on me met quand même une minerve, et là, je suis restée 3 jours de plus avec mes parents, et on a fonctionné. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas dit qu'on était triste, qu'on était fâché, qu'on a eu peur, on était évidemment choqués, et
moi, j'ai grandi dans une famille où on parle de livres, on parle de politique, on parle de culture, on parle de plein de choses. J'habitais à la campagne, on parlait des animaux, de ce qui se passait. Donc, on n'avait pas de problème de communication particulier. Mais là, évidemment, dans ce contexte-là, c'était douloureux pour tout le monde et on a tout verrouillé. 3 jours plus tard, je repars à Clamart où j'habitais et devinez quoi, le lendemain, hôpital Béclair, urgence. C'est devenu mon spot du burn-out après l'hôpital Béclair. Et là, pareil, bégayé, vomissement. Je savais quand même encore comment je m'appelais, mais c'était pas évident. Et je suis rentrée chez moi et tout est rentré dans l'ordre et j'ai fait comme si de rien n'était. Il m'a fallu 4 ans de plus et un deuxième burn-out pour me dire qu'il était peut-être temps que j'écoute ce qui se passe en moi et que j'apprenne à recevoir et à écouter mes émotions de peur, de colère, mais aussi mes émotions d'amour, mes émotions de gratitude. Et j'ai décroché mon téléphone, j'ai appelé mes parents et je leur ai dit « Faites ce que vous voulez, mais moi, en ce qui me concerne, à partir de maintenant, avec vous, quand je serai en colère, triste ou fâchée, je vais vous le dire. Quand je vais avoir peur, je vais vous le dire. Et puis, je vais aussi apprendre à vous dire que je vous aime. » Et mes parents sont là aujourd'hui, et aujourd'hui, je peux leur dire que je les aime, et je peux même leur dire devant une audience. Ça m'a été difficile, ça a été un parcours important, et je sais que c'est quelque chose qui peut être pas évident à dire. Voilà. Alors mes parents, eux, ont grandi dans un cadre familial où ça ne se disait pas. Donc ma maman arrive à me dire qu'elle m'aime au téléphone. Après, elle raccroche vite, parce que... On ne sait jamais, elle le dit tout de suite à la fin de la conversation, hop là, terminé. Mon papa, c'est en progrès. On va y arriver un jour. C'est pas toujours facile de dire je t'aime à ses enfants lorsqu'on n'a pas eu des parents pour nous le dire, tout simplement. On se plaint assez facilement des gens qui ont 80 ans et qui ne savent pas dire je t'aime, mais ils ne l'ont pas appris, on ne leur a jamais dit. Donc c'était les enfants de l'après-guerre quand même, il faut savoir ça. Donc là, je vais vous proposer quelque chose qui va vous faire un bien fou. Ça va être de penser à 1 ou 2 personnes que vous aimez et potentiellement à qui vous avez envie de dire merci. Et vous allez tranquillement, je vous propose de fermer les yeux et d'inspirer de nouveau et d'expirer. Et de penser à cette ou ces personnes que vous aimez, tout simplement. Et là, à l'intérieur de vous, dites à cette personne « je t'aime ». C'est tout simple, mais ça peut être très difficile parfois. D'exprimer de l'amour, ça nous met dans un état de vulnérabilité. Et sentez ce qui se passe en vous. Écoutez-la, cette émotion d'amour qui a besoin de s'exprimer, qui a envie d'être entendue. Et vous, comment vous vous sentez quand vous dites à quelqu'un que vous aimez « je t'aime » ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment c'est vécu ? Et laissez circuler la respiration. Sentez que l'amour, il a le droit de s'exprimer dans votre vie. Vous pouvez vous faire ce cadeau et vous pouvez le faire aux gens que vous aimez autour de vous, aux personnes qui sont chères à votre cœur. Et puis aussi, tranquillement, tout en douceur, dites merci. La gratitude, c'est l'énergie la plus élevée au monde. Et de dire merci d'être là, merci de me soutenir dans les moments difficiles, merci de penser à moi, merci de m'avoir aidé. Comment vous vous sentez? Qu'est-ce qui se passe en vous? Et acceptez de laisser circuler ça.
Ça va vous faire un bien fou et ça va faire un bien fou à votre entourage aussi. Et sentez que vous pouvez être fiers de vous, d'avoir le courage d'écouter ces émotions. Ça demande du courage. Quand on n'a pas appris ça tout petit, ça demande du courage. Voilà. On y arrive au final. Vous pouvez tranquillement ouvrir les yeux. Comment vous vous sentez? Qu'est-ce qui se passe en vous? Là, vous avez choisi aujourd'hui de participer à cette conférence atelier et de découvrir et de pratiquer cette découverte et cette écoute de vos états émotionnels. Ça va vous demander par la suite de pratiquer encore et encore et encore et encore et encore. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas acquis. De prendre des nouveaux réflexes émotionnels, c'est aussi difficile que d'apprendre un nouvel instrument de musique ou une nouvelle technique. Donc là, je pense que vous avez tous expérimenté ce qui se passe en vous pour votre plus grand bonheur. Maintenant, ça va vous demander un petit peu de travail et un petit peu de pratique pour que ça s'installe en vous. Je vous remercie. Je suis là, je suis à côté, et maintenant ce que je vous propose, plutôt qu'une question, je serai à côté après, je vous propose déjà d'exprimer ce que vous avez ressenti. Qu'est-ce qui s'est passé en vous? Parce que le fait de le verbaliser, ça va l'ancrer, ça va le rendre très 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 concret. Qui veut, monsieur? Quelle expérience? Vous avez un micro? Ah, là. Est-ce que c'était facile, difficile? Je ne dirais pas que c'était difficile. D'accord. Vous êtes déjà en bonne relation avec vos émotions? Peut-être, oui. Bravo. Je dirais que je me sens un peu en décalage à côté. Je me regarde, en fait. Voilà. D'accord. Ça vous permet de prendre de la distance? C'est ça. Vous la sentez bénéfique, cette distance? Extrêmement, oui. Ah. À refaire, alors. Ah, oui. Qui veut? Madame? Vous pouvez donner un petit micro? Dire « je t'aime », c'est quelque chose qui... Enfin, j'ai grandi avec, je pense. Ah, c'est une chance. Merci, peut-être un peu moins. Ouais. Je suis désolée, je me laisse très facilement porter par les émotions. C'est bon signe. Hein. Oui, tout à fait. Et là, clairement, dans l'exercice, j'avais les larmes. Ouais. La gratitude, c'est phénoménal. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à dire merci. Ça me mettait dans un état de fragilité. Je ne savais pas ce que j'avais à rendre. Enfin, ça a été un parcours de dire merci. Et le recevoir aussi, pour moi. Oui, c'est la même chose. Le donner, le recevoir, c'est difficile. Et du coup, moi, ce qui m'est resté de cet exercice, c'est le manque de ces personnes chères. Ouais. Ah, oui. C'est bien de l'écouter, ce manque, s'il est là. Qui sont vivantes, mais qui sont... Ouais. Je suis là, hein, si on veut se parler après. Qui d'autre? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, ici. Moi, ce qui m'a le plus touchée, c'est quand votre maman, j'imagine, est venue vous voir et de voir cet amour et cette connexion. C'est ça qui m'a généré. Enfin, j'ai les larmes aux yeux. Ouais. Ouais. Ça a été un parcours avec ma maman et moi.
ça ne s'est pas fait tout seul. Ça a été difficile d'apprendre à communiquer. On a eu longtemps des tensions très, très, très importantes. Et c'est l'avantage du travail sur soi, c'est qu'on a tous plus ou moins des choses à reprocher à nos parents, à notre éducation. Plus on travaille sur soi et plus on peut être en paix et prendre ce que la personne a à nous donner en positif et puis de laisser partir les manques. Voilà. Moi, je n'ai pas eu des parents parfaits. Et donc, ça a demandé vraiment un travail. Mais l'avantage, c'est que, et ça, ce n'est pas toujours le cas, j'ai eu des parents qui étaient en capacité de répondre et d'écouter mes demandes. Et alors, pas toujours, mais j'ai jamais lâché sur le fait de vouloir avoir une relation apaisée, équilibrée et aimante avec eux. Donc voilà. Mais c'est du boulot quand même pour en arriver là, de part et d'autre. Voilà. D'autres questions ? Monsieur, comment ça s'est passé ? Vous pouvez donner un micro ? Oui. Coucou. Ça s'est très bien passé. Je suis vraiment descendu. La pression que j'avais avec mon expérience négative, qui était sur 8, là, je suis descendu à 3. Coucou Lionel. Et en fait, ces exercices, je les connaissais, mais je les pratique pas. Et c'est ça, en fait, la plus grosse difficulté, c'est de se trouver la routine pour pouvoir les pratiquer. Sauf sur les fascias, ça, je connaissais pas du tout. Et ça m'a vraiment intéressé. J'ai vraiment senti quelque chose. Et je l'ai fait très, très court. Hein. Donc, parce qu'en conférence, je le fais de manière assez courte. Mais si vous le faites de manière pendant plus longtemps, et de manière extrêmement active. Alors là, j'ai évité de perturber le micro, mais c'est bien de faire tout le cuir chevelu, tout le visage, et c'est extrêmement efficace. Oui. Et je demande aux personnes d'évaluer sur une échelle de 1 à 10, parce que une fois qu'on a notre cerveau rationnel qui se dit « ben oui, j'étais là et je suis là », c'est probant. Mais par contre, vous avez raison, prendre le réflexe de pratiquer, ça, c'est difficile. Parce que vous avez appris à poser un pied devant l'autre, et on peut même regarder ailleurs, et c'est un réflexe, c'est une habitude, vous n'y pensez plus. Mais par contre, de prendre l'habitude de gérer ces états émotionnels en ayant le réflexe systématique de dire « je suis tendu, cohérence cardiaque ». Voilà. Vous la trouvez sur ma chaîne YouTube guidée, c'est plus facile pour prendre le rythme au début. Hein. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident, et même moi, j'ai encore des micro-réflexes de dire « ah non, j'y veux ». Voilà. Et souvent, notre attitude avec les états émotionnels, c'est soit de les fuir, soit de les enterrer, soit de lutter contre. Tout ce contre quoi on lutte se renforce. Donc c'est vraiment important. Plus vous allez lutter contre quelque chose, plus vous allez le cristalliser. Alors que là, vous avez fait une chose très simple qui a été d'accueillir en étant guidé, en respirant. Mais en fin de compte, on n'a pas fait quelque chose de complètement incroyable. Et cette conférence, je l'ai faite en Inde pour la société Tata, avec des Indiens. Les Indiens écoutent facilement leurs états émotionnels, et pourtant, ça a été très, très probant aussi pour eux, parce qu'ils sont dans une vie active très, très, très importante en Inde, évidemment. Donc, et ça, c'est garant d'efficacité professionnelle. Un chef d'entreprise vous dira que ce qui pose problème, c'est rarement la production, c'est toujours l'humain. Donc ça vaut le coup de se poser la question individuellement et collectivement, comment mieux gérer l'humain ? Et l'humain, c'est l'émotion. Donc émotion, pensée, évidemment, mais la pensée, on a vraiment l'habitude de la gérer de manière assez pragmatique, surtout en France. Hein. Mais en fin de compte, on va avoir des décalages entre ce qu'on pense et ce qu'on fait et ce qu'on vit. Donc là, plus vous écoutez vos états émotionnels, plus vous apprenez à les travailler, à les accueillir, et plus vous aurez de la cohérence entre vos actions, vos émotions. Ça va faire des ponts. C'est vraiment efficace. Et c'est vrai que c'est vraiment ce que je fais tout au début de mes sessions, avant d'enseigner ou de transmettre des outils techniques, c'est émotionnellement comment ça se passe pour vous. Voilà. Et m'est même arrivé d'une chose intéressante, à plusieurs reprises, des clients venaient me demander des cours en management et en communication, donc des choses techniques. Et en fin de compte, j'étudiais quelle était leur relation à eux-mêmes, à la peur d'être exposés, d'être jugés. Et là, une fois que ça s'était résolu, les cours de management et de communication, parfois, n'étaient même plus nécessaires. Parce qu'il est parfois beaucoup plus agréable et beaucoup plus productif d'avoir une communication un petit peu maladroite, mais sincère, qui part du cœur, plutôt que quelque chose de très, très structuré, très maîtrisé. Et pour le management, c'est pareil. Il y a des gens qui prennent des cours de management et qui appliquent
des techniques de management, mais qui ne sont pas en relation avec l'autre. Donc en fin de compte, c'est factice, c'est plaqué, et évidemment, ça donne des résultats qui sont à 10-20% de ce qui est attendu. Alors que de passer par soi, je peux vous garantir, ça fait 25 ans que je fais ce métier, vous avez des résultats qui sont extrêmement efficaces. Mais ça va vous demander de pratiquer. Voilà. Écoutez, oui, une question, monsieur. Attends, je te donne le micro. Merci. Bon, j'avais 2 petites questions. Première question, c'est est-ce qu'il y a une version allégée quand on se trouve finalement dans une situation stressante, en réunion, face à plusieurs personnes et comment on peut gérer ça finalement sur l'instant? Vous le gérez avant. Avant. Ouais. C'est-à-dire que si quand vous partez en réunion et que vous pensez que ça va être potentiellement difficile, vous vous isolez. Moi, je dis allez aux toilettes. Tout simplement. Cohérence cardiaque pendant 5 minutes. Vous avez ça sur votre téléphone. Et là, vous allez arriver, votre niveau de cortisol aura descendu considérablement, votre niveau d'ocytocine sera monté et votre cerveau sera en onde alpha, donc créative. Donc le niveau de stress à l'instant T sera toujours descendu parce que ça sera mieux géré. Donc ça veut pas dire que le stress sera plus là, ça veut dire qu'il sera géré d'une manière efficace. Un sportif de haut niveau, je ne vais jamais chercher à descendre son stress avant une compétition. Le stress, c'est de l'adrénaline et de l'énergie. Donc, je ne supprime pas le stress. Mais par contre, je le mets dans une situation où ce stress devient productif et efficace. Et si vous avez le cerveau au calme, le stress va générer de l'adrénaline et de l'énergie. Et vous aurez les idées beaucoup plus claires et vous serez beaucoup plus efficace dans cette réunion ou dans cette situation. C'est simple, hein, mais ça demande juste de le pratiquer encore et d'avoir le réflexe. Mais maintenant, sur les téléphones, on a ça en 2 secondes. Donc c'est pratique. Je vais être à côté et n'hésitez pas à venir me parler, c'est avec grand, grand plaisir. Merci de m'avoir écouté.